Chapitre 1. Les fondations. Marshall Ramsey, debout dans son bureau, examinait les rapports trimestriels de son entreprise de construction. 20 ans de travail acharné avaient fait de Ramsey Construction l'une des entreprises les plus respectées de Californie du Nord. À 45 ans, ses mains portaient encore les callosités de ses débuts à manier le marteau. Mais ces mêmes mains signaient désormais des contrats à plusieurs millions de dollars. L'armée lui avait appris la discipline, la stratégie et, surtout, comment identifier les menaces avant qu'elles ne frappent. 12 ans dans les Navy SEAL avaient aiguisé un instinct qui lui était bien utile en affaires comme dans la vie. Sa femme, Trisha, plaisantait souvent en disant qu'il abordait leur mariage comme une opération militaire, toujours avec 3 coups d'avance, toujours préparé. Elle n'imaginait pas à quel point elle avait raison. Le téléphone de Marshall vibra, un SMS de sa fille de 12 ans, Emma. « Papa, peux-tu venir me chercher chez Sarah ? Maman a dit qu'elle devait encore travailler tard, pour la 3e fois cette semaine. » L'engagement soudain de Trisha dans sa carrière de décoratrice d'intérieur semblait coïncider avec le besoin de leur fille de se faire conduire, d'aider à faire ses devoirs, de tout ce que Trisha gérait autrefois sans effort. Alors qu'il traversait les quartiers aisés en direction de la maison de l'ami d'Emma, Marshall repensa aux récents changements survenus chez sa femme. Trisha Carlson était différente lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 15 ans plus tôt. Ambitieuse mais réaliste, belle mais pas vaniteuse. Elle l'avait soutenue pendant les premières années difficiles de la création de son entreprise, travaillant même comme comptable lorsqu'il n'avait pas les moyens d'engager du personnel. Mais le succès l'avait transformé. Les vêtements de créateur, les soins de spa coûteux, le besoin constant de validation de ses amis fortunés. Marshall lui avait offert tout ce qu'elle désirait, espérant que cela lui ramènerait la femme dont il était tombé amoureux. Au lieu de cela, cela semblait nourrir une soif insatiable de plus. Emma sortit de la maison, ses cheveux au burn illuminant le soleil de fin d'après-midi. Elle avait hérité de la beauté de sa mère, mais aussi des yeux gris acier et de l'intelligence vive de son père. À 12 ans, elle montrait déjà les signes d'une pensée stratégique innée dans la lignée des Ramsey. « Comment s'est passée l'école, ma puce ?» demanda Marshall en bouclant sa ceinture. « Bien, papa. Puis-je te demander quelque chose ? » Toujours. Emma hésita, inhabituellement incertaine. « Si quelqu'un te mentait sur quelque chose d'important, aimerais-tu le savoir ?» Les mains de Marshall se crispèrent imperceptiblement sur le volant. « Cela dépend de la situation, mais en général oui. La vérité vaut toujours mieux que des mensonges confortables. Même si cela peut faire mal, surtout dans ces cas-là, la douleur de la vérité guérit. La douleur de vivre dans le mensonge ne fait que guérir. » Emma hocha la tête pensivement et regarda par la fenêtre pendant le reste du trajet. Ce soir-là, Marshall rentra chez lui et trouva Trisha dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse. Elle raccrocha rapidement en le voyant. « Qui est-ce » demanda-t-il nonchalamment. « Justy, du bureau d'études. On travaille sur le projet Henderson. » Marshall connaissait personnellement Jackie Wall. Elle était mariée à l'un de ses sous-traitants. Jackie était directe, pragmatique, et n'avait jamais parlé à Trisha à voix basse. « Comment avance le projet ? » « Oh, vous savez comment c'est. Des clients exigeants, des délais serrés. » Trisha évitait son regard, occupée à préparer le dîner. Marshall regardait sa femme s'affairer dans leur cuisine. Celle qu'il avait rénovée lui-même pour leur faire une surprise pour leurs 10 ans de mariage. Chaque détail était parfait. Des placards sur mesure au plan de travail en marbre italien importé, il voulait lui offrir quelque chose de beau, quelque chose qui la ferait sourire à chaque fois qu'elle entrerait dans la pièce. Maintenant, elle ne pouvait même plus le regarder. Pendant le dîner, Emma discutait de l'école tandis que Trisha picorait sa nourriture, consultant fréquemment son téléphone. Marshall notait mentalement chaque signe, chaque micro-expression, chaque écart de comportement, la façon dont elle se touchait le cou quand Emma évoquait son fonds pour les études, la légère rougeur quand la conversation abordait les projets du week-end. Après qu'Emma soit allée se coucher, Marshall trouva Trisha dans leur chambre en train d'appliquer une crème de nuit coûteuse dont il ne se souvenait pas avoir acheté. « Trish, il faut qu'on parle du fonds pour les études d'Emma. » Sa main se figea un instant avant de reprendre ses mouvements circulaires. « Qu'en est-il ? » Le relevé trimestriel est arrivé aujourd'hui. J'aimerais le revoir avec toi. Pourquoi ? Tu ne t'es jamais intéressé aux détails auparavant. Parce que l'avenir de notre fille est important pour moi. Je veux m'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Trisha posa la crème et se tourna vers lui. Marshall, tu t'inquiètes trop.
Je m'occupe de toute notre planification financière. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Le mot flottait entre eux comme un défi. Je te fais confiance, dit-il prudemment. C'est pourquoi je sais que ça ne te dérangera pas qu'on y réfléchisse ensemble. D'accord, demain. Je suis fatigué ce soir. Tandis que Trisha s'installait dans un lit à côté de lui, Marshall fixait le plafond, l'esprit en ébullition. Le fonds pour les études contenait 180 000 $. Une somme à laquelle il avait contribué méthodiquement depuis la naissance d'Emma. S'il lui était arrivé quelque chose, il avait besoin de savoir. Mais plus que ça, il avait besoin de savoir pourquoi la femme à côté de lui se sentait comme une étrangère. Chapitre 2. Fissure dans la façade. Le lendemain matin apporta des réponses que Marshall aurait préféré ne jamais voir. Le compte du fonds d'études affichait un solde de 23 000 $. Au cours des 8 derniers mois, des retraits systématiques avaient presque tout vidé, tous autorisés par la signature électronique de Trish. Marshall était assis dans son camion devant la banque, les yeux rivés sur les relevés imprimés. Chaque retrait était daté et horodaté. Il les recoupait avec son agenda, son programme de voyage, les activités d'Emma. Une tendance se dessina qui le glaça. Chaque retrait coïncidait avec des jours où il était en déplacement professionnel. Des jours où Trisha prétendait travailler tard. Des jours où Emma avait besoin d'être conduite chez des amis parce que maman avait des rendez-vous. Son téléphone sonna. Glenn McBride, son associé et plus vieil ami. Mar, elle est assise. Qu'est-ce qu'il y a, Glenn? Je viens de recevoir un appel d'Alex Riley. Tu le connais, n'est-ce pas? Cet agent immobilier avec qui Trisha. Exactement la même chose parce que te protéger et protéger mon avenir était plus important que protéger ses mensonges. Marshall sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Sa fille avait fait face à un choix impossible et avait pris la bonne décision, même si cela lui coûtait l'illusion confortable d'une famille heureuse. Je suis fier de toi, dit-il simplement. Alors qu'ils rentraient chez eux jusqu'à la maison qui était désormais véritablement la leur, libre de tromperie et de trahison, Emma posa une dernière question. Papa, et si elle sort de prison et essaie de me contacter? L'expression de Marshall se durcit. Ça n'arrivera pas. Comment en être sûr? Parce qu'une partie de son accord de plaidoyer inclut une ordonnance restrictive permanente. Il lui est légalement interdit de nous contacter, l'un comme l'autre, pour le restant de ses jours. Si elle essaie, elle retourne en prison. Et Alex n'importunera personne avant très longtemps. Ses créanciers ont été rigoureux dans leurs efforts de recouvrement. Emma n'a pas demandé de détails et Marshall n'en a pas donné. Certains aspects de la justice étaient mieux laissés de côté. Ce soir-là, alors qu'Emma travaillait à ses devoirs à la table de la cuisine et que Marshall préparait le dîner, la maison était paisible comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. La tension constante et la tromperie avaient disparu, remplacées par le calme confortable de deux personnes qui se faisaient entièrement confiance. Papa, dit Emma sans lever les yeux de ses problèmes de maths. Oui, je sais que ça a été dur pour toi. Perdre maman, je veux dire, est-ce que tu vas t'en sortir? Marshall sourit en regardant sa fille. Brillante, loyale, forte, penchée sur ses devoirs dans la cuisine qu'il avait construite pour une femme qui ne l'avait jamais méritée. Emma, je n'ai rien perdu d'important. J'ai découvert ce qui avait vraiment de la valeur, c'est-à-dire toi. Ta confiance, ta loyauté, ton courage. Tout le reste n'était qu'illusion. Emma leva les yeux et sourit. Alors, que faisons-nous maintenant? Marshall réfléchit à la question. Leur maison, leur entreprise, leur avenir étaient assurés. Ils s'étaient mutuellement mis à l'épreuve et avaient fait leurs preuves. Justice leur avait été rendue. Plus important encore, ils savaient qu'ils avaient affronté la trahison et en étaient ressortis plus forts. Maintenant, nous vivons nos vies. Marshall disait, nous construisons quelque chose de vrai, d'honnête, quelque chose qui ne peut être détruit par l'égoïsme des autres. Juste nous deux pour l'instant. Mais Emma, un jour, tu trouveras des personnes dignes de ta confiance. De vrais amis. Peut-être même quelqu'un de spécial. Et alors, tu sauras faire la différence entre une loyauté sincère et de jolis mensonges. Emma hocha la tête et retourna à ses devoirs. Marshall termina de préparer le dîner, éprouvant un contentement qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Dehors, Night s'abattait sur la Californie du Nord. Quelque part, Trisha entamait sa peine de prison, apprenant à ses dépens que les actes ont des conséquences. Ailleurs,
Alex découvrait que trahir la mauvaise personne pouvait avoir des conséquences permanentes. Mais dans la cuisine de la maison que Marshall avait construite de ses propres mains, père et fille partageaient un repas tranquille, certains de protéger ce qui comptait vraiment. Certaines trahisons détruisaient des familles. Celle-ci avait forgé quelque chose d'indestructible. Marshall Ramsey avait enseigné à ses ennemis la leçon la plus importante de sa carrière militaire, ne jamais sous-estimer un homme qui protège sa famille. Et ne jamais oublier que certaines batailles, et seulement lorsque l'ennemi ne pourra plus jamais combattre. La guerre était finie. Marshall avait gagné. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Travaillez sur le projet Henderson. Marshall serra le téléphone. Et lui? Il veut vous rencontrer. Il dit que c'est pour une opportunité commerciale, mais quelque chose cloche. Le type semblait extrêmement nerveux. Alex Riley. Marshall connaissait le nom, mais ne l'avait jamais rencontré. Trisha l'avait mentionné plusieurs fois ces derniers mois. Toujours dans le cadre du travail, toujours avec désinvolture, toujours avec un peu trop d'enthousiasme dans la voix. Organise la réunion, dit Marshall. Cet après-midi, si possible, tu es sûr? J'ai eu une impression étrange de ce type. Je suis sûr que Marshall a passé le trajet jusqu'à son bureau à planifier son approche. Dans l'armée, la collecte de renseignements était une question de patience, d'observation et de laisser l'ennemi révéler ses faiblesses. Alex Riley était sur le point de devenir un informateur involontaire. La réunion eut lieu dans un restaurant du centre-ville, un terrain neutre qu'Alex avait suggéré. Marshall arriva tôt, choisissant une table offrant une vue dégagée et une sortie dégagée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Alex Riley était exactement ce que Marshall attendait. Fin de la trentaine, coiffure impeccable, costume coûteux qui annonçait la réussite sans être vraiment riche. Le genre d'homme qui conduisait une BMW de leasing et vivait dans un appartement branché qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Monsieur Ramsey, merci de me recevoir. La poignée de main d'Alex était ferme, mais sa paume était moite. Trisha m'a dit beaucoup de bien de votre entreprise. Une lueur de surprise. La peur traversa le visage d'Alex, entre autres. Votre réputation dans le secteur parle d'elle-même. Il commande des boissons et discute du marché local de la construction. Alex était calme et expérimenté, mais Marshall a décelé les signes d'un homme sous pression. Sa façon de toucher son col en mentant, son léger retard avant de répondre aux questions directes, son faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Alors, quelle est cette opportunité commerciale? Marshall demanda, j'ai un client qui cherche à développer un projet immobilier de luxe. 50 logements, finition haut de gamme, un emplacement magnifique dans les collines, le genre de projet qui pourrait être très rentable pour le bon entrepreneur. Quel est le budget? 12 millions. À peu près. Marshall se laissa aller dans son fauteuil. C'est un projet important. Pourquoi ne pas choisir une plus grande entreprise? Morrison Construction, Davis Brothers. Le client vous avait expressément demandé, il avait dit que votre souci du détail correspondait exactement à ce qu'il recherchait, et ce client, Alex, hésitait. Il préférait rester anonyme jusqu'à ce que nous ayons conclu les accords préliminaires. Marshall hocha la tête comme si cela était parfaitement logique, tandis que son instinct lui criait qu'Alex mentait. Aucun promoteur sérieux ne restait anonyme à ce stade. Aucun vrai projet de 12 millions ne démarrait avec des réunions et des restaurants vagues. Mais il joua le jeu, posant des questions techniques, discutant des délais, observant Alex se débattre avec les réponses concernant les exigences techniques et les procédures d'autorisation. L'homme en savait juste assez pour paraître crédible aux yeux de quelqu'un qui ne comprenait pas la construction. Il faut que je voie le chantier, dit Marshall. Enfin. Bien sûr, je peux organiser ça pour le début de la semaine prochaine. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone de Marshall vibra, un SMS d'Emma lui parvint. Papa, maman travaille encore tard. Tu peux venir me chercher chez Jessica? Désolé, dit Marshall à Alex. Les devoirs parentaux m'appellent. Pas de problème. Je comprends. Au fait, une belle famille. Trish me montre des photos. Le commentaire a fait l'effet d'un coup de poing. Marshall est resté neutre. Mais une fureur froide a commencé à monter en lui. Elle t'a montré des photos, juste celles de la pièce de théâtre de ta fille à l'école.
Trisha était si fière. Elle a dit qu'Emma voulait devenir actrice. Emma n'avait jamais exprimé le moindre intérêt pour le métier d'actrice. La pièce de théâtre dont Alex avait parlé remontait à 2 ans, et il n'y avait qu'une seule photo de cet événement. Une photo qui se trouvait sur le bureau de Trisha, dans leur bureau à domicile. Marshall s'est dirigé vers la maison de Jessica, l'esprit en ébullition. Alex Riley n'était pas un simple agent immobilier avec lequel Trisha travaillait professionnellement. Il était allé chez eux. Il avait vu des photos personnelles. Il connaissait des détails sur leur famille qu'aucun associé ne devrait connaître. Emma est montée dans le camion avec une expression inhabituellement sérieuse. « Papa, il faut qu'on parle. »« Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ? Tu te souviens de ma question d'hier, aimerais-tu savoir si quelqu'un te mentait ?» Marshall s'est arrêté sur le bord de la route et s'est tourné vers sa fille. « Emma, que se passe-t-il » Elle fouilla dans son sac à dos et en sortit un petit enregistreur numérique, du genre qu'elle utilisait pour ses projets scolaires. « J'ai enregistré des trucs. Des trucs que je pensais que tu devrais savoir. » « Quel genre de trucs ? » Les appels de maman. Ce qu'elle passe quand elle pense que je ne l'écoute pas, la voix d'Emma était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Papa, elle parle beaucoup à un homme nommé Alex, et ce n'est pas pour le travail. » Marshall sentit le monde basculer sous ses pieds. Sa fille de 12 ans surveillait sa propre mère. « Emma, pourquoi n'es-tu pas venue me voir plus tôt ? » Au début, j'hésitais. Enfin, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je pensais que c'était peut-être mon imagination. Puis, la semaine dernière, je l'ai entendu lui dire qu'elle l'aimait. Ces mots ont frappé Marshall comme une balle de sniper. Précis, dévastateur, définitif. Mais la douleur s'accompagnait d'autre chose. La fierté. Sa fille avait l'instinct d'un agent de renseignement. Elle avait identifié une menace, rassemblé des preuves et rapporté ses conclusions à sa hiérarchie. « Tu veux l'entendre » demanda Emma doucement. Marshall regarda sa fille. Il la regarda vraiment. Elle avait 12 ans, mais son regard exprimait une compréhension bien au-delà de son âge. Elle avait déjà perdu son innocence. Déjà appris que les personnes en qui on a le plus confiance peuvent vous trahir sans hésitation. « Oui, dit-il. Je veux l'entendre. » Chapitre 3. Renseignements recueillis. Ce soir-là, après le départ de Trisha pour une autre réunion tardive avec un client, Marshall et Emma étaient assis dans son bureau, porte verrouillée. L'enregistreur numérique trônait sur son bureau comme une pièce à conviction dans un procès. Emma avait été méthodique dans sa surveillance. En 3 semaines, elle avait enregistré 17 conversations téléphoniques, 12 SMS et 4 conversations en personne. Qu'elle avait entendu depuis sa chambre. Le premier enregistrement était suffisamment dévastateur. « Alex, je ne peux pas continuer comme ça. » Marshall commence à se méfier. « Chérie, on en a parlé. Tu as dit que tu étais prête à le quitter. » Je le suis, mais c'est compliqué. Il y a Emma à penser et l'entreprise. L'argent couvrira tout. On peut prendre un nouveau départ dans le Colorado. J'ai déjà trouvé un logement. Marshall interrompit l'enregistrement. Colorado. Emma hocha la tête d'un air sombre. Il y a plus. Les enregistrements suivants dressaient le tableau d'une tromperie systématique qui allait bien au-delà du simple adultère. Trisha et Alex avaient prévu de vider complètement le fonds universitaire, de vendre les obligations du fonds fiduciaire d'Emma, ce qui nécessitait la signature de Marshall, et de disparaître ensemble. Mais l'enregistrement le plus accablant date d'il y a 3 jours seulement. Marshall ne signera jamais les papiers du fonds fiduciaire de son plein gré. Alors, on lui montre, vous savez, ses faiblesses. Cet homme ferait n'importe quoi pour Emma. Qu'est-ce que vous suggérez ? Rien de dramatique. Juste un moyen de pression. Un petit accident. Peut-être quelque chose qui lui fasse prendre conscience de la dangerosité de son métier. Marshall arrêta l'enregistrement, les poings serrés. Il ne prévoyait pas seulement de le voler. Il discutait des moyens de menacer la sécurité d'Emma pour le manipuler. Papa. La voix d'Emma était faible. Tout va bien ? Marshall regarda sa fille, voyant non pas l'enfant qu'il protégeait, mais une jeune femme qui s'était déjà montrée plus loyale et courageuse que sa propre mère. Emma, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ce que tu as fait ici, l'enregistrement, l'enquête, ça a demandé un vrai courage. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi.
À partir de maintenant, ça reste entre nous. Personne d'autre ne doit être au courant de ces enregistrements. Ni ta mère, ni tes amis, personne. Tu peux faire ça? Oui, monsieur. La réponse militaire lui vint naturellement, et Marshall ressentit une vague de fierté mêlée de tristesse. Sa fille n'aurait pas dû être soldate dans une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée. Il y a autre chose, dit Emma avec hésitation. J'ai vu maman faire sa valise hier. Elle s'est cachée au fond de son placard, derrière ses manteaux d'hiver. L'esprit de Marshall passa immédiatement en mode tactique. Trisha se préparait à fuir, ce qui signifiait que le temps s'était accéléré. Quel que soit leur plan, c'était imminent. Emma, j'ai besoin que tu te comportes normalement avec ta mère. Peux-tu faire ça? Quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, j'ai besoin que tu fasses comme si tout allait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Marshall réfléchit attentivement. Emma méritait d'être honnête, mais elle avait encore 12 ans. Je vais gérer cette situation, mais d'abord, je dois m'assurer que tu es en sécurité. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée se coucher, Marshall a passé 3 coups de fil. Le premier était à son frère, Omar Grave, un détective privé spécialisé dans la sécurité d'entreprise. Omar avait suivi Marshall dans l'armée, mais était resté aux États-Unis, mettant finalement ses compétences à profit pour créer une entreprise d'enquête prospère. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents d'Alex Riley, agent immobilier en centre-ville. Et j'ai besoin d'une surveillance pour ma femme. De qualité professionnelle, pas d'amateurisme. Jésus marche, que se passe-t-il? Je te tiendrai au courant demain. Tu peux agir vite? Donne-moi 48 heures pour les antécédents, 12 heures pour mettre en place la surveillance. Le deuxième appel était destiné à son avocat, Nicolas Gilbert, qui s'occupait des affaires professionnelles et personnelles de la famille Ramsey. Nick, hypothétiquement, si quelqu'un falsifiait ma signature pour accéder au fonds fiduciaire d'Emma, quelles seraient les conséquences juridiques? Fraude, usurpation d'identité, potentiellement vol qualifié, selon les montants. On parle d'accusation fédérale. Marshall, quoi? Je vérifie mes arrières. Je te recontactais. Le troisième appel était destiné à Glenn McBride. Ce rendez-vous avec Alex Riley. En organiser un autre. Dis-lui que je suis intéressé par le projet, mais que je veux d'abord voir ce site. Fais-le vite. Marche, que diable se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je te demande. Alors que Marshall était allongé dans son lit à côté de sa femme endormie, il ressentit le calme familier qui accompagnait l'action dans les seaux. C'était le moment où la planification passait à l'exécution. Quand toute l'intelligence, la préparation et la réflexion stratégique se cristallisaient en action décisive. Trisha se déplaça à côté de lui, murmurant quelque chose dans son sommeil. Il étudia son profil dans la pénombre, essayant de se rappeler quand il avait remarqué les changements pour la première fois. Les nouveaux bijoux, qu'elle prétendait être fantaisie, mais qui semblaient chers. L'engouement soudain pour le fitness qui nécessitait un abonnement à une salle de sport à l'autre bout de la ville. La distance émotionnelle progressive qu'il avait attribuée au stress lié à son entreprise. Tout cela prenait sens maintenant. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS. Il jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à un message d'Omar ou de Glenn. En fait, il provenait d'un numéro inconnu. Je suis au courant pour les enregistrements. Il faut qu'on se parle demain soir, seul, sinon Emma en paie le prix. Le sang de Marshall se glaça. Il regarda Trisha, apparemment encore endormie à ses côtés. Puis il se dirigea discrètement vers la chambre d'Emma, vérifiant les serrures des fenêtres et s'assurant que le système de sécurité était activé. Quelqu'un venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. Il avait menacé sa fille. Chapitre 4. L'art de la guerre. Marshall ne dormait pas. Au lieu de cela, il passa les heures précédant l'aube dans son bureau à planifier 3 scénarios opérationnels différents tout en surveillant la chambre d'Emma grâce aux caméras de sécurité qu'il avait installées des années auparavant. À 5h30 du matin, son téléphone a sonné. Omar, j'ai des informations préliminaires sur ton fils Alex Riley. Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle d'abord? Mauvaise nouvelle? Ce n'est pas qu'un agent immobilier. Ce type a l'habitude de cibler les femmes mariées fortunées. 3 villes différentes au cours des 10 dernières années. Toujours le même schéma. Liaison,
manipulation financière, disparition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est négligent. Il a laissé des traces écrites à Portland qui suggèrent qu'il a des dettes de jeu envers des gens très hostiles. Le genre de personne qui casse les rotules pour retard de paiement. Marshall a traité cette information. Combien doit-il? Près de 200 000 $ d'après ce que j'ai pu reconstituer. C'est probablement pour ça qu'il repousse les délais avec ta femme. À ce propos, as-tu installé une surveillance? Des fourgonnettes garées à 3 pâtés de maison de chez toi, avec un champ de vision dégagé. Mon pote Tommy a de l'expérience militaire. Il s'est resté invisible. À 7 heures du matin, Marshall a observé Trisha faire sa routine matinale. Chaque mouvement était désormais chargé de sens. Elle veillait à ne pas le réveiller, marchant sur la pointe des pieds dans la chambre pour rassembler des vêtements pour ce qu'elle prétendait être la visite d'un client. Emma apparut dans la cuisine juste au moment où Trisha partait. « Maman, tu peux me conduire à l'école aujourd'hui ?» demanda Emma d'un ton innocent. « Désolé, ma puce. J'ai un rendez-vous tôt le matin. Ton père peut Y emmener. » Marshall émergea du couloir. « Pas de problème. Près dans 10 minutes, mon petit. » Trisha l'embrassa sur la joue, un geste qui lui semblait en soi une trahison, et se dirigea vers le garage. Marshall attendit d'entendre sa voiture démarrer avant de se tourner vers Emma. « Tu as reçu le texto que je t'ai envoyé hier soir ?» Emma hocha la tête d'un air sombre. Elle avait déjà prouvé sa capacité à gérer les situations d'adultes, et Marshall avait décidé de la traiter comme l'atout opérationnel qu'elle était devenue. « Je veux que tu restes avec ton oncle Omar aujourd'hui. Préviens-toi de l'école pour dire que tu es malade. » Papa, je ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Tu es en train d'être repositionné stratégiquement pendant que je gère la menace immédiate. Il lui tendit un téléphone portable prépayé. C'est réservé aux urgences. En cas de problème, tu appelles ce numéro. Il lui montra les coordonnées d'Omar. Si Omar ne répond pas, tu appelles le 911. Et toi? Je vais parler à Alex Riley. 20 minutes plus tard, Marshall déposa Emma au bureau d'Omar en centre-ville, un ancien entrepôt qui servait de quartier général aux enquêtes de graves. Omar les accueillit à l'entrée, sa carrure familière rassurante dans la lumière matinale. Elle est plus en sécurité ici que partout ailleurs. Omar dit, lisant l'expression de Marshall, Tommy surveille la maison. Jake s'occupe de ta femme, et j'ai 2 hommes prêts à intervenir si les choses tournent mal. Marshall serra l'épaule de son frère. Merci. Ne fais rien qui puisse te mettre en prison. Emma a besoin d'au moins un parent qui ne soit pas sociopathe. À 10 heures, Marshall entra dans le bureau d'Alex Riley, en centre-ville, un espace vitré au cœur d'un complexe branché qui affichait un côté cher, mais pas rentable. La réceptionniste, une jeune femme aux dents parfaites et au regard éteint, le dirigea vers le bureau privé d'Alex. Alex était au téléphone lorsque Marshall entra, gesticulant dramatiquement tout en discutant des projections de marché et des opportunités d'investissement. Il fit signe à Marshall de s'asseoir pendant qu'il terminait l'appel. Marshall resta debout. Lorsqu'Alex raccrocha enfin, son sourire était aussi faux que tout le reste de sa personne. « Marshall, ravi de te revoir. Prêt à visiter ce site de développement. En fait, je veux d'abord discuter d'autre chose. » Marshall déposa une capture d'écran imprimée d'un SMS sur le bureau. « Cela venait de ton téléphone hier soir. » Le visage d'Alex pâlit en lisant sa propre discussion sur Emma. « Je ne sais pas ce que c'est. C'est un SMS que tu as envoyé sur mon téléphone à 23h47, menaçant la sécurité de ma fille si je ne te rencontrais pas seul à seul. Marshall, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est que tu as cru pouvoir menacer ma famille et t'enfuir. » La voix de Marshall resta calme, sur le ton de la conversation. « Tu vois, Alex, je suis au courant de cette liaison. Je suis au courant du fonds d'aide aux études. Je suis au courant de tes dettes de jeu et de ton passé de cibler les femmes fortunées. » Alex se leva brusquement et se dirigea vers la porte. La main de Marshall se tendit brusquement, saisissant le poignet d'Alex avec juste assez de pression pour bien faire comprendre son point de vue. « Assieds-toi. » Alex s'assit. « Voilà ce qui va se passer, » continua Marshall. « Tu vas appeler Trisha et lui dire que le plan a changé. Dis-lui que tu dois quitter la ville immédiatement. Dette de jeu, personne dangereuse, peu importe l'histoire que tu veux, mais tu y vas seul. Et si je ne le fais pas,
Marshall sourit pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. Ce n'était pas une expression agréable. Alex, j'ai passé 12 ans dans la Navy SEAL. Je connais 47 façons différentes de tuer un homme à main nue, et environ la moitié d'entre elles ressemblent à des accidents. La respiration d'Alex devint saccadée. Tu me menaces. Non, je t'explique tes options. Première option, tu disparais définitivement de ma vie de famille et je te laisse gérer tes dettes de jeu comme bon te semble. Deuxième option, je m'assure que tes créanciers savent exactement où te trouver, avec des informations détaillées sur ta situation financière et ton lieu de résidence actuel. Tu ne peux pas. Troisième option, poursuivit Marshall comme si Alex n'avait pas parlé. Je décide que tu es une menace permanente pour la sécurité de ma fille et que je gère les menaces en permanence. Le visage d'Alex se vida complètement. Qu'est-ce que ça va être? Les mains d'Alex tremblaient lorsqu'il attrapa son téléphone. Je vais l'appeler. Je vais lui dire que je dois partir. Haut-parleur. Alex composa le numéro de Trish d'une main tremblante. Marshall écouta la voix de sa femme emplir le bureau d'inquiétude et d'affection pour l'homme qui l'avait aidé à trahir leur famille. Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Trisha, je dois partir ce soir. Des gens de Portland m'ont trouvé. Et si je ne quitte pas la ville, qui donc? Alex, tu me fais peur. Ceux à qui je dois de l'argent. Ce ne sont pas des gens qui négocient. La pause fut longue. Et nos projets? Et le Colorado? Je ne peux pas t'emmener avec moi. C'est trop dangereux. Peut-être que dans quelques mois, quand les choses se calmeront, Marshall entendrait Trisha pleurer au téléphone. Ce son aurait dû l'émouvoir. C'était toujours la femme qu'il avait aimée pendant 15 ans. Au lieu de cela, il n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Je t'aime, murmura Trisha. Je t'aime aussi, répondit Alex, les yeux rivés sur le visage de Marshall. Mais je dois partir. Une fois l'appel terminé, Marshall se leva. Tu as 6 heures pour quitter l'État. Si je te revois, si tu recontactes ma femme, si j'entends ne serait-ce que ton nom mentionné dans cette ville, je te tue. On se comprend? Alex hocha la tête avec frénésie. Oh, et Alex, l'argent que tu as pris sur le fonds d'études de ma fille. Tu vas me rendre chaque centime. Je ne l'ai pas. J'ai déjà remboursé la majeure partie de mes dettes à mes créanciers. Marshall se pencha par-dessus le bureau, son visage à quelques centimètres de celui d'Alex. Alors tu ferais mieux de trouver un moyen de le récupérer. Parce que si le fonds d'Emma pour ses études n'est pas entièrement reconstitué d'ici la fin de la semaine, ses dettes de jeu seront le cadet de tes soucis. En sortant du bureau, Marshall ressentit l'excitation familière d'une mission accomplie. La première phase était terminée. Il était temps de s'occuper de sa femme. Chapitre 5, le règlement de compte. Marshall rentra chez lui et trouva Trisha assise à la table de la cuisine, toujours en tenue de travail, les yeux rivés sur son téléphone, les larmes aux yeux. Elle leva les yeux à son entrée, et l'espace d'un instant, il aperçut la femme qu'il avait épousée, vulnérable, perdue, véritablement dévastée. Puis il se souvint des enregistrements qu'Emma avait faits, et sa compassion se transforma en une évaluation tactique. Dure journée de travail? Demanda-t-il en raccrochant ses clés. Trisha s'essuya les yeux. Alex devait quitter la ville subitement. Une sorte d'urgence familiale. Le mensonge était si facile que Marshall il se demandait combien d'autres il avait manqué au fil des ans. Combien de rendez-vous clients et d'urgences professionnelles avaient en fait été une toute autre histoire. C'est dommage. J'espère que tout s'arrangera pour lui. Marshall, on peut parler? Enfin, vraiment parler. Marshall était assis en face d'elle à la table où ils avaient partagé des milliers de repas, où Emma avait fait ses devoirs, où ils avaient planifié leur vie ensemble. Que as-tu en tête? Je crois que nous devrions envisager des changements dans notre mariage. Marshall garda une expression neutre. Quel genre de changement? J'ai réfléchi à ce que j'attends de la vie. Ce qui me rend heureuse, et je ne pense pas que ça. Elle fit un geste vers la cuisine. C'est travailler maintenant. C'est notre mariage. Marshall, nous sommes différents d'il y a 15 ans. Nous voulons des choses différentes. Peut-être serait-il préférable que nous prenions du temps chacun de notre côté. La conversation semblait surréaliste. Sa femme demandait la séparation, assise dans la cuisine qu'il lui avait aménagée, entourée de la vie pour laquelle il avait travaillé 18 heures par jour,
apparemment inconsciente de cela. Qu'il était au courant de sa liaison. Et Emma? Elle est résiliente. Les enfants s'adaptent. Et ce n'est pas comme si on allait se disputer. On pourrait gérer ça avec maturité, comme des adultes. Marshall observa le visage de Trish, notant les micro-expressions qui révélaient son véritable état émotionnel. Le léger haussement de son sourcil gauche lorsqu'elle mentionna Emma, un signe qu'elle mentait sur un point important. La façon dont elle toucha son alliance en parlant de séparation, un geste subconscient suggérant de la culpabilité. As-tu pensé à consulter d'abord? Pour essayer de résoudre nos problèmes. Le silence de Trish dura un instant de trop. Je ne pense pas qu'une thérapie aiderait. Certaines choses ne peuvent pas être réglées, Marshall. Comme le fait que nous ne nous connexions plus. À quand remonte la dernière fois où nous avons vraiment parlé, partagé quelque chose de vraiment significatif? L'ironie était dévastatrice. Ils avaient la conversation la plus importante de leur mariage, et elle n'en avait aucune idée. Tu as raison, dit Marshall. Enfin. On devrait se séparer. La surprise se lut sur le visage de Trish. Apparemment, elle s'attendait à plus de résistance. Vraiment? Si c'est ce que tu veux, alors oui. Je ne te forcerai pas à rester dans un mariage qui te rend malheureuse. Qu'en est-il de la maison et de la garde d'Emma? Marshall avait passé des heures ce matin-là avec Nicolas Gilbert à élaborer le cadre juridique. On réglera les détails. Je suppose que tu voudras déménager assez rapidement. En fait, je pensais que tu pourrais peut-être rester ailleurs un moment, le temps qu'on règle la situation définitivement. Bien sûr, elle voulait qu'il quitte la maison pour pouvoir continuer sa tromperie plus facilement. Espérant probablement qu'Alex changerait d'avis une fois la voie libre. Ça m'a convenu. Je pourrais rester chez Glenn quelques semaines. Le soulagement inonda le visage de Trish. Merci d'être si compréhensive. Je sais que ça ne doit pas être facile. Marshall se leva et s'approcha de la fenêtre. Il regardait un voisin promener son chien dans la lumière déclinante de l'après-midi. Trisha, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Depuis toutes ces années de mariage, as-tu déjà eu l'impression que je ne soutenais pas tes rêves? Comme si je te retenais, d'une certaine manière. La question l'a pris au dépourvu. Non, Marshall. Tu m'as toujours soutenu. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait de mal. Alors de quoi s'agit-il? Un long silence. Parfois, les gens s'éloignent. Ce n'est la faute de personne. Marshall se retourna pour lui faire face. Tu as raison. Parfois, c'est le cas. Ce soir-là, après que Trisha soit partie pour ce qu'elle prétendait être un dîner entre amis, Marshall fit sa valise. Mais au lieu d'aller chez Glenn, il se rendit dans un hôtel du centre-ville où Omar avait réservé une suite sous un faux nom. Emma l'attendait dans le salon. Des devoirs étalés sur la table basse. Comment ça s'est passé avec Alex? Demanda-t-elle sans lever les yeux de ses problèmes de maths. Alex ne nous embêtera plus. Et maman? Elle demanda la séparation. Le crayon d'Emma s'immobilisa. Tu vas lui en donner une? Marshall s'assit à côté de sa fille sur le canapé. Emma, je veux que tu saches que rien de tout ça n'est de ta faute. Et quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça ne changera jamais combien je t'aime. Je le sais, papa, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Marshall sourit malgré les circonstances. La franchise de sa fille était rafraîchissante après des heures de manipulation de triche et de mensonges d'Alex. Oui, je vais lui accorder une séparation. En fait, je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. Emma leva les yeux de ses devoirs. Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle pour maman? Parce que vous êtes assez intelligent pour comprendre que parfois, obtenir ce que vous voulez n'est pas la même chose qu'obtenir ce dont vous avez besoin. Au cours des 3 jours suivants, Marshall a orchestré son apparent départ du domicile familial avec une précision militaire. Il a fait une démonstration de déménagement de vêtements et d'objets personnels chez Glenn, s'est plaint à des amis communs du soudain désir d'espace de Trisha et a parfaitement joué le rôle du mari confus et blessé. Pendant ce temps, l'équipe de surveillance d'Omar a documenté chaque mouvement de Trisha. Elle a contacté Alex 17 fois au cours des 2 premiers jours, devenant de plus en plus frénétique lorsqu'il ne répondait pas. Elle est passée 4 fois devant son immeuble de bureau. Elle a même appelé l'hôpital pour demander si quelqu'un du nom d'Alex Riley avait été admis. Le 3e jour,
elle a fait quelque chose qui a confirmé les pires soupçons de Marshall à propos de son personnage. Elle est allée à l'école d'Emma et l'a examinée plus tôt, invoquant une urgence familiale. Puis elle s'est rendue à la banque. Tommy, l'homme d'Omar, les suivit à l'intérieur et observa de loin Trisha tenter d'accéder au fonds en fiducie d'Emma. Le compte nécessitait 2 signatures, celle de Marshall et celle de Trish. Mais Tommy l'a observé en train de pratiquer la signature de Marshall sur un morceau de papier brouillon. Elle envisageait de forger son nom. L'écouteur de Tommy crépita avec la voix d'Omar. Elle va l'essayer. Obtenez des photos de tout. Mais Emma, assise à côté de sa mère au bureau du directeur de la banque, s'exprimait d'une voix claire et porteuse. Maman, papa n'a-t-il pas dit que nous devions attendre son retour de son voyage d'affaires avant de faire quoi que ce soit avec l'argent de mes études? Le directeur de la banque avait l'air confus. Je pensais que vous aviez dit que votre mari était au courant de cette transaction. Madame Ramsay. Le visage de Trish rougit. Il l'est. Emma est juste confuse à propos de la chronologie. En fait, continua Emma innocemment. Je suis presque sûr que papa a dit de ne pas le faire toucher à mon fonds en fiducie sans qu'il soit là. Peut-être devrions-nous attendre. Le directeur de la banque était visiblement mal à l'aise. Madame Ramsay, étant donné le montant en jeu et l'exigence de double signature, je pense qu'il serait préférable que votre mari soit présent pour cette transaction. Trisha rassembla son sac à main avec une frustration à peine contrôlée. Très bien, nous reviendrons quand il sera disponible. Alors que je quittais la banque, Tommy a capturé l'audio de Trisha grondant Emma avec colère dans le parking. Pourquoi as-tu dit ça? Je suis ta mère. Tu es censé me faire confiance. La réponse d'Emma fut à peine audible, mais dévastatrice. Peut-être que si vous disiez la vérité plus souvent, il serait plus facile de vous faire confiance. Ce soir-là, Marshall reçut le rapport complet d'Omar accompagné de photos et d'enregistrements audio. Sa fille de 12 ans avait, à elle seule, empêché qu'un crime ne soit commis tout en exposant simultanément les véritables intentions de sa mère au monde entier. Alors qu'il examinait les preuves, Marshall sentit une froide satisfaction s'installer dans sa poitrine. Trisha avait fait son choix. Elle avait choisi la trahison plutôt que la loyauté, la tromperie plutôt que l'honnêteté, l'égoïsme plutôt que la famille. Elle allait maintenant connaître le prix de ce choix. Il était temps de passer à la phase 2. Chapitre 6. Le piège est tendu. Marshall a passé le week-end à l'entrepôt d'Omar, planifiant la prochaine phase de son opération avec la précision d'une campagne militaire. L'espace servait de salle de guerre informelle avec des photos de surveillance, des documents financiers et des documents juridiques répartis sur une grande table de conférence. Elle devient désespérée, a rapporté Omar, en montrant des photographies horodatées. Depuis qu'Alex a disparu, elle passe devant son complexe d'appartements 2 fois par jour. Hier, elle a essayé d'obtenir son adresse de réexpédition auprès du gérant de l'immeuble. Qu'en est-il du fonds universitaire? Selon Nick Gilbert, elle a appelé la banque à 3 reprises pour demander comment accélérer le processus de signature du compte d'Emma. Il n'arrête pas de lui dire que les 2 parents doivent être présents. Marshall étudia une photo de Trisha assise dans sa voiture devant l'immeuble d'Alex. Le téléphone pressé contre son oreille avec une expression de panique à peine contrôlée. Elle va bientôt faire une erreur. Les gens désespérés le font toujours. Emma regarda de son ordinateur portable où elle travaillait sur ce qui semblait être des devoirs, mais qui aidait en fait Omar à compiler un dossier numérique sur les précédentes victimes d'Alex Riley. « Papa, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Elle tourna l'écran vers lui. Alex Riley n'est pas son vrai nom. Son nom de naissance est Alexander Reed. Et regarde ça. Elle a sorti un article de journal de Portland. Il y a 2 ans, une femme nommée Suzanne Martinez l'a accusée d'avoir volé $50 000 de la succession de son défunt mari. Les accusations ont été abandonnées lorsqu'elle a soudainement cessé de coopérer avec la police. Il l'a probablement payée ou menacée, marmonna Omar. Ou les 2, a ajouté Marshall. Que as-tu trouvé d'autre? Emma accéda à un autre onglet du navigateur. 6 mois auparavant, il avait été impliqué dans une poursuite civile avec Rebecca Chan à Seattle. Même modèle. Femme plus âgée et riche, perte financière mystérieuse, affaire classée lorsque la plaignante a retiré sa plainte. Marshall ressentit un élan de fierté en voyant sa fille travailler. Emma avait hérité de son esprit analytique et de son souci du détail, mais elle avait également développé une compréhension intuitive de la nature humaine qui a dépassé ses années. Il y a autre chose, continua Emma.
J'ai croisé les dates des précédents déménagements d'Alex avec les relevés de carte de crédit de maman de l'année dernière. Elle sortit une feuille de calcul montrant une chronologie des habitudes de dépenses de Trish. Regardez ça. En février dernier, juste après qu'Alex ait soi-disant quitté Portland, maman a commencé à recevoir des avances de fonds sur ses cartes de crédit. De petits montants au début, mais ils ont augmenté. Omar se pencha pour examiner les données. Elle lui a donné de l'argent. Combien? Demanda Marshall. Emma a cliqué sur un onglet récapitulatif. 43 000 $ au cours des 10 derniers mois. Toutes les avances de fonds, toutes provenant de différents distributeurs automatiques de la ville. L'image devenait plus claire. Alex avait identifié Trisha comme une marque. J'ai cultivé la relation pendant des mois, j'ai lentement extrait de l'argent grâce à l'affaire, puis j'ai ciblé le fonds universitaire d'Emma lorsque le crédit disponible de Trisha s'est épuisé. Papa, dit doucement Emma. Il y a autre chose. J'ai vérifié l'historique du navigateur de maman à la maison ordinateur. Marshall attendit. Elle a fait des recherches sur le droit du divorce, en particulier sur la façon dont les actifs sont répartis en Californie et quel droit elle aurait sur mon fonds en fiducie si vous décédiez. Les mots frappèrent Marshall comme un coup physique. Que veux-tu dire si je mourais? Emma a sorti une série de captures d'écran. Elle a visité des sites web sur les polices d'assurance vie, les prestations en cas de décès accidentel et ce qu'on appelle les règlements en cas de décès injustifié. La semaine dernière, elle a passé 3 heures à lire sur les accidents du travail dans le secteur de la construction. Omar et Marshall échangèrent un regard. La conversation qu'Alex et Trisha avaient enregistrée sur la création d'un effet de levier grâce à un petit accident a soudainement pris une signification beaucoup plus sinistre. Emma, je veux que tu imprimes tout ça et que tu le donnes à Nick Gilbert. C'est une preuve de complot. Déjà fait. J'ai également fait des copies de sauvegarde et les ai stockées dans 3 comptes cloud différents. Marshall regarda sa fille avec un mélange de crainte et de tristesse. À 12 ans, elle pensait déjà comme une agente de renseignement chevronnée protégeant les preuves et couvrant la sécurité opérationnelle. Mais elle aurait dû s'inquiéter des drames et des devoirs du collège, et non de l'implication potentielle de sa mère dans un complot de meurtre. Il y a encore une chose, dit Emma avec hésitation. Je ne pense pas que maman sache qu'Alex est vraiment parti. Je pense qu'elle pense qu'il se cache simplement des joueurs et qu'il finira par revenir la chercher. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle agit toujours comme quelqu'un qui a un projet d'avenir. Elle n'agit pas comme quelqu'un dont le petit ami vient de l'abandonner. Elle agit comme quelqu'un qui attend. Marshall réfléchit à cela. Emma avait raison. Le comportement de Trisha suggérait qu'elle croyait qu'Alex reviendrait, ce qui signifiait qu'elle ne comprenait pas que Marshall avait découvert leur liaison et chassé Alex définitivement. Cela nous donne un avantage, a déclaré Marshall. Enfin. Elle continuera à suivre le plan initial, pensant qu'Alex va réapparaître à un moment donné. Quel était le plan initial? Demanda Omar. Marshall a sorti les transcriptions des conversations téléphoniques qu'Emma avait enregistrées. D'après les enregistrements, il prévoyait de vider le fonds en fiducie d'Emma, de mettre en scène une sorte d'accident qui me rendrait plus coopératif, puis de disparaître ensemble dans le Colorado. Jésus. Et elle pense que cela se produit toujours. Pour autant qu'elle sache, Alex vient de quitter temporairement la ville à cause de dettes de jeu. Elle s'attend probablement à ce qu'il la contacte d'un jour à l'autre pour lui donner de nouvelles instructions. Emma, ferme son ordinateur portable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marshall se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. En bas, les gens vaquaient à leur vie normale, travaillaient, faisaient leurs courses, passaient du temps avec des familles en qui ils pouvaient avoir confiance. Le contraste avec sa propre situation était presque saisissant. Nous allons lui donner exactement ce qu'elle veut, dit-il. Enfin. Nous allons lui laisser croire que le plan fonctionne. Aïe. Marshall se retourna pour leur faire face. Emma, que dirais-tu de partir en camping avec ton père? Dans un endroit éloigné, quelque part, la réception du téléphone portable peut être inégale. La compréhension apparut dans les yeux d'Emma. Vous voulez qu'elle pense que quelque chose vous est arrivé. Pas quelque chose de fatal, mais quelque chose qui expliquerait pourquoi je ne suis pas disponible pour signer des documents bancaires ou poser des questions gênantes. Omar sourit. Un accident de chasse. Peut-être quelque chose qui vous amène dans un hôpital en dehors de la zone. Exactement. Et même si je suis censé être inconscient dans un établissement médical éloigné,
Trisha aura l'occasion de nous dire exactement jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle veut. Emma resta silencieuse pendant un long moment. Papa, et si elle essayait de me faire quelque chose pendant ton absence? Marshall s'agenouilla près de la chaise de sa fille. Emma, je ne te mettrai jamais en danger réel. Omar va vous surveiller chaque seconde et nous aurons des plans de secours pour chaque scénario possible. Mais plus important encore, je ne pense pas qu'elle te fera du mal. Tu vaux plus pour elle vivant que mort. Vous êtes la clé du fond en fiducie. En outre, Omar a ajouté, votre mère ne sait pas que vous êtes au courant de ce qui se passe. En ce qui la concerne, vous n'êtes encore qu'une enfant de 12 ans qui ne comprend pas les problèmes des adultes. Emma a souri pour la première fois depuis des jours. Elle n'a aucune idée des ennuis dans lesquels elle se trouve, n'est-ce pas? Marshall a rendu le sourire de sa fille. Aucun du tout. Alors qu'ils finalisaient les détails de leur plan, Marshall a ressenti le calme familier qui précédait une action décisive. Trisha avait fait son choix en trahissant leur famille. Alex avait fait son choix lorsqu'il menaçait sa sécurité. Ils allaient désormais apprendre que Marshall Ramsey n'était pas un homme qui pardonnait la trahison et qu'il n'oubliait jamais. Chapitre 7, dans les bois. Lundi matin est arrivé avec une clarté éclatante d'automne dans le nord de la Californie. Marshall effectuait ses derniers préparatifs tandis que Trisha poursuivait sa routine matinale, ignorant que son mari orchestrait la fin de leur mariage. Emma a parfaitement joué son rôle au petit déjeuner, discutant de projets scolaires et de projets de week-end tout en se coordonnant secrètement avec Omar grâce aux signaux manuels qu'il pratiquait. Elle s'était révélée remarquablement adaptable aux exigences opérationnelles, une compétence qui lui serait très utile dans les jours à venir. Papa, on peut aller camper ce week-end, demanda Emma pendant que Trisha rassemblait son sac à main et son matériel de travail. Je ne suis pas allé à la montagne depuis une éternité. Cela semble être une excellente idée, répondit Marshall. Cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas passé de temps père-fille. Trisha leva les yeux de son téléphone. Camping ce week-end, juste la nuit. Il y a un site près du lac Tahoe qu'Emma voulait voir. Cela semble un peu soudain. Marshall haussa les épaules. Nous avons tous les deux besoin d'une pause avec tout le stress de ces derniers temps. Passer du temps dans la nature pourrait nous faire du bien. Emma hocha la tête avec enthousiasme. S'il te plaît, maman. Nous reviendrons dimanche soir. L'expression de Trisha était contradictoire. D'une part, avoir Marshall et Emma hors de la ville lui donnerait plus de liberté pour contacter Alex ou gérer les questions financières. D'un autre côté, le moment semblait être une coïncidence compte tenu de sa récente visite à la banque. Je suppose que ce serait bien que vous passiez du temps ensemble, dit-elle finalement. Après que Trisha soit partie travailler, Marshall a téléphoné à Nicolas Gilbert. Nick, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelez Trisha cet après-midi et dites-lui que vous devez vous rencontrer pour mettre à jour ma police d'assurance vie. Faites en sorte que cela paraisse routinier, mais mentionnez que le paiement a considérablement augmenté depuis la croissance de mon entreprise. Marshall, qu'est-ce que tu prévois? Je viens juste de renforcer certaines informations qui pourraient lui intéresser. Pouvez-vous le faire? Ouais, mais je commence à m'inquiéter de savoir où tout cela nous mène. Crois-moi, Nick, tout ce que je fais est totalement légal. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais Nick n'avait pas besoin de connaître les aspects les plus agressifs du plan de Marshall. À 15 heures, Marshall et Emma ont chargé du matériel de camping dans son camion pendant que l'équipe de surveillance d'Omar enregistrait chaque mouvement depuis leur position cachée. Pour tout observateur, ils ressemblaient à un père et sa fille partant à l'aventure le week-end. La réalité était bien plus complexe. Ils se dirigèrent vers le nord en direction des montagnes, mais au lieu de se diriger vers le lac Tahoe, Marshall emprunta une série de routes secondaires qui menaient à un camp minier abandonné qu'Omar avait repéré plus tôt. L'emplacement était parfait, suffisamment éloigné pour être crédible, mais suffisamment proche de la civilisation pour une extraction rapide si nécessaire. Une fois arrivés au camp, Marshall installa leur équipement de camping légitime, tandis qu'Emma établissait des protocoles de communication avec Omar en utilisant des téléphones satellites qui ne pouvaient pas être retracés via les réseaux cellulaires normaux. La phase 1 commence à 1800 heures, a déclaré Marshall en vérifiant sa montre. Cela donne à Trisha le temps de rentrer à la maison et de commencer à se demander pourquoi nous ne répondons pas à nos téléphones. À 18 heures exactement, Emma a appelé le téléphone portable de Trisha en utilisant un téléphone prépayé qui n'a pu être attribué à aucun d'eux. Maman, c'est Emma. Quelque chose s'est produit. La voix de Trisha fut immédiatement paniquée.
Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Nous sommes au camping, mais papa a eu un accident. Il installait notre tente près de cette falaise et quelques rochers ont cédé. Oh mon Dieu, est-il blessé? La performance d'Emma était digne d'un Oscar. Sa voix tremblait avec exactement ce qu'il fallait de peur et d'incertitude. Il est tombé d'environ 15 pieds. Il est inconscient et je n'arrive pas à le réveiller. Il y a du sang. Emma, appelle le 911 tout de suite. J'ai essayé, mais mon téléphone n'a aucun signal ici. J'ai dû marcher jusqu'à un point élevé juste pour t'appeler. Où es-tu exactement? Je vais appeler à l'aide. Emma a fourni des coordonnées qui mèneraient les équipes de recherche au camp minier abandonné où elle trouverait des preuves d'un accident, mais aucune victime réelle. Maman, j'ai peur. Papa respire, mais il ne veut pas se réveiller et je ne sais pas quoi faire. Bébé, écoute-moi. Je vais appeler le 911 et le département du shérif. Ils enverront un hélicoptère pour vous récupérer tous les deux. Reste avec ton père et garde-le au chaud. D'accord? D'accord. Mais maman, et si? Ne pense pas comme ça. Ton père est fort. Il ira bien. Après qu'Emma ait mis fin à l'appel, Marshall a ressenti un mélange complexe d'émotions. La panique et l'inquiétude de Trisha semblaient sincères, et pendant un instant, il se demanda s'il avait mal évalué la profondeur de sa trahison. Ensuite, Emma lui a montré un SMS arrivé sur son téléphone habituel pendant l'appel. C'était de Trisha, envoyé seulement 3 minutes après la fin de leur conversation. Urgence à la maison. Je ne peux pas venir te chercher aujourd'hui. Prends le bus, maman. Le SMS était destiné à Alex, envoyé au numéro qu'elle utilisait pour le contacter depuis des mois. Même au milieu d'une crise familiale, le premier réflexe de Trisha a été de tendre la main à son amant. Le doute momentané de Marshall s'est évaporé. 20 minutes plus tard, le téléphone satellite d'Emma sonnait avec un message crypté d'Omar. Déploiement des secours en montagne. L'hélicoptère du shérif en route vers les coordonnées. Trisha a quitté la maison immédiatement après votre appel, en direction de la banque. Le piège fonctionnait parfaitement. Pendant que les équipes de recherche et de sauvetage parcouraient les montagnes à la recherche de victimes qui n'étaient pas là, Trisha courait à travers la ville pour tenter d'accéder à des fonds qui seraient bientôt gelés par décision du tribunal. Nick Gilbert avait déjà déposé des documents d'urgence faisant état d'activités financières suspectes et de fraude potentielle, mais les rouages juridiques ne commenceraient à tourner que le matin. Cela a donné à Trisha exactement une nuit pour révéler ses véritables intentions. À 22 heures, le téléphone habituel d'Emma a reçu un autre appel de Trisha. Emma, Dieu merci. J'appelle depuis des heures. Est-ce que ça va? Où est ton père? La voix d'Emma était parfaitement calibrée pour exprimer l'épuisement et le traumatisme. Ils ont transporté papa par avion vers un hôpital de Carson City. Les médecins ne me disent rien parce que je n'ai pas 18 ans. Je conduis là-bas en ce moment. Quel hôpital? Emma a fourni le nom d'un établissement médical dont Omar avait confirmé qu'il n'aurait aucune trace de l'admission de Marshall. Maman, ils ont dit que papa avait une grave blessure à la tête. Ils ne savent pas quand il se réveillera. Oh, bébé, je suis vraiment désolé. C'est entièrement de ma faute si je t'ai laissé faire ce voyage. Ce n'est pas ta faute, maman. C'était juste un accident. Emma, écoute attentivement. J'ai besoin que tu rentres à la maison avec moi ce soir. Nous retournerons ensemble à l'hôpital dans la matinée. Mais si papa se réveille et que je ne suis pas là? Les médecins nous appelleront. En ce moment, vous avez besoin de repos et d'un bon repas. Vous en avez assez enduré. Emma a accepté de rencontrer Trisha à l'hôpital, sachant que l'équipe d'Omar les intercepterait avant qu'un contact réel n'ait lieu. Mais la conversation avait fourni des renseignements cruciaux sur l'état d'esprit de Trisha. Elle ne se précipitait pas au chevet de son mari par amour et par inquiétude. Elle consolidait ses actifs et préparait la prochaine phase de son plan. Alors que Marshall et Emma s'installaient dans leur camp isolé pour la nuit, écoutant tous les deux les mises à jour régulières de l'équipe de surveillance d'Omar, Marshall réfléchissait à quel point sa vie avait complètement changé en seulement une semaine. Il y a 7 jours, il était un homme d'affaires prospère, doté d'une famille aimante et d'un avenir radieux. Ce soir-là, c'était un homme caché dans la nature, rassemblant des preuves de la trahison de sa femme tandis que sa fille de 12 ans faisait preuve de compétences tactiques qui impressionneraient les opérateurs chevronnés. Mais il n'éprouvait aucun regret quant au chemin qu'il avait choisi. Trisha avait déclenché cette guerre lorsqu'elle avait décidé de trahir leur famille.
Maintenant, elle allait découvrir que Marshall Ramsey finissait toujours ce que les autres commençaient et qu'il ne perdait jamais. Chapitre 8, le filet se ferme. Mardi matin, des nouvelles ont confirmé les pires soupçons de Marshall concernant le caractère de sa femme. La voix d'Omar a crépité dans le téléphone satellite à 6 heures du matin. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait la nuit dernière. Marshall et Emma levaient déjà le camp, se préparant pour la prochaine phase de leur opération. Ils avaient dormi à tour de rôle, surveillant les communications et s'assurant que leur scénario fictif restait crédible pour les observateurs extérieurs. Dis-moi, après qu'elle n'a pas pu te trouver à l'hôpital de Carson City, elle est rentrée directement chez elle et a commencé à faire ses valises. Pas seulement les vêtements, tout ce qui a de la valeur, les bijoux, les œuvres d'art, les documents importants. Puis elle a passé 3 appels téléphoniques. Marshall sentit sa mâchoire se serrer. À qui? Le premier appel a été adressé à un entrepôt réservant une unité sous un faux nom. Le deuxième appel a été adressé à l'avocat recommandé par Jackie Wall le mois dernier, celui qui se spécialise dans la protection d'actifs d'urgence. Troisième appel, Omar fit une pause. Le troisième appel concernait un service de transport médical privé pour connaître le coût du déplacement d'un patient inconscient de Carson City vers un établissement plus spécialisé. Emma leva les yeux de son téléphone satellite, d'où elle surveillait les informations sur l'opération de recherche et de sauvetage. Elle envisage d'emménager papa dans un endroit où elle pourra contrôler son accès. Ce n'est pas le pire, a poursuivi Omar. Après les appels téléphoniques, elle s'est rendue à 3 guichets automatiques différents et a maximisé les avances de fonds sur chaque carte de crédit à laquelle elle avait accès. Puis elle s'est rendue à ce point d'encaissement de chèques ouvert 24 heures sur 24 sur la 5e rue. Le sang de Marshall se glaça. Qu'est-ce qu'elle encaissait? C'est ce que Tommy essaie de comprendre. Mais vu le temps qu'elle a passé à l'intérieur, il ne s'agissait pas d'un simple contrôle. Les implications étaient stupéfiantes. En l'espace de 12 heures, Trisha était passée d'épouse inquiète à quelqu'un qui liquidait systématiquement ses actifs et prenait des dispositions pour potentiellement déplacer son mari inconscient vers un endroit où elle pouvait contrôler les décisions médicales. Omar, j'ai besoin que tu contactes Nick Gilbert immédiatement. Dites-lui de demander une tutelle d'urgence et de geler tous les comptes joints. Faites-le maintenant avant l'ouverture des banques. Déjà dessus. Nick est à son bureau depuis 5 heures du matin pour préparer la paperasse. Emma finit de préparer ses affaires et regarda son père avec une expression bien trop mature pour ses 12 ans. Papa, elle n'a pas l'intention d'attendre que tu te réveilles. Laisse-t-elle? Marshall considérait que c'était la vérité, mais Emma avait déjà prouvé qu'elle était capable de gérer les réalités des adultes. Non, gamin, je ne pense pas qu'elle le soit. Le téléphone satellite vibra avec un SMS entrant d'Omar. Les secours en montagne ont officiellement interrompu les recherches à l'aube. En supposant que vous soyez tombé dans des cours d'eau emportés en aval. Les nouvelles locales reprennent l'histoire. Parfait. L'accident fictif était désormais public, ce qui signifiait que Trisha aurait une justification légale pour toute décision financière d'urgence qu'elle pourrait prendre. Elle pensait probablement qu'elle disposait d'une fenêtre d'opportunité étroite avant que le corps de Marshall ne soit retrouvé et que les certificats de décès ne soient délivrés. Elle ne savait pas que cette fenêtre était en réalité un piège. À 9 heures du matin, Marshall et Emma étaient cachés à l'arrière de la camionnette de surveillance d'Omar, regardant les flux vidéo en direct des caméras positionnées autour de leur maison. Ils regardèrent Trisha rentrer chez elle avec 2 hommes que Marshall ne reconnaissait pas, tous 2 vêtus de costumes bon marché et portant des porte-documents. Qui sont-ils? Demanda Emma. Omar consulta sa tablette. L'homme à gauche est David Chain, un avocat privé spécialisé dans la planification successorale douteuse. L'homme à droite est Marcus Webb, expert en sinistre qui a été suspendu 2 fois pour traitement frauduleux des réclamations. Marshall sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de froid et de vif. Trisha n'avait pas seulement trahi leur mariage. Elle avait réuni une équipe de professionnels pour l'aider à voler l'héritage d'Emma. Ils ont regardé Trisha conduire les 2 hommes dans le bureau à domicile de Marshall où ils ont commencé à photographier des documents et à organiser les papiers en différentes piles. Une pile semblait être constituée de polices d'assurance. Un autre ressemblait à des relevés bancaires et des dossiers d'investissement. La 3e pile était la documentation du fonds fiduciaire d'Emma. Papa, dit doucement Emma. Allons-nous les laisser tout prendre? Le sourire de Marshall était prédateur. Emma, tu te souviens de la première règle de la stratégie militaire? Connaissez votre ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et la 2e règle,
n'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il fait une erreur. Emma sourit. Donc, on va leur laisser croire qu'ils gagnent. On va les laisser se pendre avec leurs propres cordes. Au cours des 6 heures suivantes, l'équipe de surveillance d'Omar a documenté chaque action illégale entreprise par Trisha et ses associés. Ils ont enregistré des conversations sur la falsification de la signature de Marshall sur les documents d'assurance. Ils ont photographié Sean aidant Trisha à pratiquer l'écriture de Marshall. Ils ont capturé Webb en audio expliquant comment maximiser les paiements des polices d'assurance en cas de décès accidentel. Le plus accablant, c'est qu'ils ont enregistré l'appel téléphonique de Trish au service de transport médical. Je dois organiser le transfert immédiat d'un patient du Carson City General vers un établissement privé. Le patient est inconscient et j'ai une procuration médicale. Elle prévoyait de déplacer Marshall vers un endroit où elle pourrait contrôler l'accès à lui, potentiellement jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses manipulations financières. À 15 heures, le piège s'est déclenché. Nicolas Gilbert est arrivé à la maison avec un adjoint du shérif et une ordonnance du tribunal gelant tous les avoirs de la famille Ramsey en attendant une enquête sur une fraude présumée. Les images de surveillance d'Omar avaient fourni suffisamment de preuves pour qu'un juge puisse prononcer des mesures de protection d'urgence. Marshall et Emma ont regardé depuis la camionnette pendant que le plan soigneusement orchestré de Trish s'effondrait en temps réel. L'avocat Chin a tenté de détruire des documents, mais a été arrêté par le député. Webb a tenté de sortir par la porte arrière, mais a trouvé sa voiture bloquée par un autre véhicule de police. Trisha elle-même se tenait au milieu de sa cuisine, la cuisine que Marshall avait rénovée en cadeau, et criait à Nick Gilbert au sujet du harcèlement et des procédures de fouille illégales. Madame Ramsey dit calmement Nick. Vous pouvez contacter votre propre avocat, mais ces comptes restent gelés jusqu'à ce que nous puissions vérifier la légitimité de vos récentes activités financières. Mon mari a disparu, peut-être mort. J'ai parfaitement le droit de protéger les biens de ma famille. En fait, ce n'est pas le cas. La loi californienne impose un délai d'attente avant que le décès puisse être légalement présumé, et elle n'autorise certainement pas la contrefaçon ou la fraude à l'assurance. Le visage de Trish est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nick ouvrit sa mallette et en sortit des captures d'écran imprimées des images de surveillance. Madame Ramsey, nous avons une preuve vidéo de vous en train de pratiquer la signature de votre mari et des enregistrements audio de vous discutant de réclamations d'assurance frauduleuse. Je vous recommande fortement de contacter un avocat de la défense pénale car l'adjoint du shérif a commencé à lire ses droits à Trisha. Marshall ressentait un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. C'était la femme qu'il aimait depuis 15 ans, la mère de son enfant, sa compagne pour construire une vie commune. Elle était également prête à voler sa propre fille et potentiellement à manipuler les soins médicaux de son mari à des fins financières. Emma lui toucha le bras. « Papa, ça va ?» Marshall regarda sa fille, forte, loyale, intelligente au-delà de son âge, et se rendit compte que même s'il perdait sa femme, il gagnait quelque chose d'encore plus précieux. Certitude absolue quant à savoir à qui on peut faire confiance. « Je vais bien, gamin. » Mieux que bien, en fait. Que se passe-t-il maintenant? Marshall a regardé Trisha être menottée et conduite vers une voiture de police. Son plan soigneusement construit est en ruine autour d'elle. Maintenant, nous finissons cela. La phase finale de l'opération Marshall était sur le point de commencer. À cette époque, il n'y aurait aucune issue de secours pour quiconque trahirait sa famille. Chapitre 9. Justice rendue. 3 semaines plus tard, Marshall était assis dans le bureau de Nicolas Gilbert, examinant les derniers documents qui allaient remodeler l'avenir de sa famille. Emma était à ses côtés, non plus l'innocente fillette de 12 ans qui avait découvert la trahison de sa mère, mais une jeune femme qui s'était montrée digne de toute sa confiance. Les accusations criminelles sont solides, a rapporté Nick. Fraude, faux, tentative de vol qualifié, complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Avec les preuves recueillies par Omar, Trish risque une peine minimale de 5 ans, voire 8 s'ils peuvent prouver que le programme de transport médical visait à faciliter les dommages. Marshall hocha la tête sans émotion et le divorce fut accéléré en raison d'activités criminelles. La Californie a des dispositions pour des procédures accélérées. Lorsqu'une des épouses commet des crimes contre une cellule familiale, elle ne reçoit rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, pas de droit de garde. Emma leva les yeux de son téléphone où elle suivait l'état de la situation d'Alex Riley. Papa, Alex a été arrêté au Nevada hier. Apparemment, ses dettes de jeu l'ont rattrapé.
Marshall s'était assuré que les informations sur l'emplacement et les actifs d'Alex parvenaient aux bonnes personnes exactement au bon moment. Les deux hommes venus chercher Alex n'étaient pas connus pour leur patience face aux prêts en souffrance. Et l'argent qu'ils ont pris? Demanda Emma. Nick consulta ses notes. Alex a réussi à récupérer environ 60% avant sa malheureuse rencontre avec ses créanciers. Le reste viendra de la vente des biens personnels de Trish, de ses bijoux, de sa voiture, de tout ce qu'elle a essayé de cacher dans cette unité de stockage. Les fonds universitaires d'Emma seront donc entièrement restitués avec intérêt. En fait, le tribunal a ordonné des dommages-intérêts punitifs qui compensent largement la détresse émotionnelle causée. Marshall ressentit une profonde satisfaction à cette nouvelle. L'avenir d'Emma avait été la principale cible de la trahison de Trisha, et le voir non seulement restauré, mais amélioré, donnait l'impression que justice avait été correctement rendue. Il y a encore une chose, ajouta Nick avec hésitation. L'avocat de Trisha m'a contacté hier. Elle veut vous rencontrer. Quelque chose à propos de faire amende honorable. Absolument pas, dit Emma avant que Marshall ne puisse répondre. Elle a eu l'occasion de se racheter. Elle a plutôt choisi Alex. Marshall étudia le visage de sa fille, voyant l'acier qui était apparu au cours du mois dernier. Emma avait perdu son innocence. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux. Le fait de savoir qu'elle pouvait gérer tout ce que la vie lui réservait. Qu'en penses-tu, gamin? Dois-je entendre ce qu'elle a à dire? Emma y réfléchit attentivement. Papa, tu m'as appris que quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu dois le croire. Maman nous a montré exactement qui elle est. La rencontrer maintenant lui donne simplement une autre occasion de manipuler la situation. Marshall ressentit un élan de fierté. À 12 ans, Emma comprenait mieux la pensée stratégique que la plupart des adultes. Tu as raison, Nick. Dites à son avocat que la réponse est non. Nous n'avons rien à discuter. Alors qu'il quittait le bureau de Nick, Emma était inhabituellement silencieuse. Finalement, alors qu'ils atteignaient le camion de Marshall, elle parla. Papa, tu penses qu'elle nous a vraiment aimés? Cette question frappa Marshall plus durement que n'importe quelle trahison de Trish. Je pense qu'elle aimait l'idée de nous, la sécurité, le style de vie, l'image d'une famille qui réussit. Mais Rhea l'aime, celui qui fait passer les autres avant soi. Je ne pense pas qu'elle en soit capable. Je suis désolé. Pourquoi? Pour avoir enregistré ses appels téléphoniques. Pour avoir espionné ma propre mère? Pour t'avoir aidé à la tromper? Marshall s'arrêta de marcher et se tourna vers sa fille. Emma, regarde-moi. Vous n'avez rien à vous excuser. Ce que vous avez fait n'était pas de l'espionnage. C'était pour protéger votre famille. Vous avez vu une menace. Vous avez recueilli des renseignements et vous les avez signalés à l'autorité compétente. C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Mais elle est toujours ma mère. Oui, elle l'est. Et cela rend ce qu'elle a fait encore pire, pas meilleur. Les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les voler. Emma hocha la tête. Mais Marshall pouvait voir qu'elle était toujours aux prises avec les émotions complexes liées au fait d'avoir contribué à la chute de sa propre mère. Gamin, laisse-moi te demander quelque chose. Si c'était à refaire, sachant ce que vous savez maintenant, changeriez-vous quelque chose? Emma réfléchit un long moment. Non, je fais.